Nous sommes rassemblés aujourd'hui, un 17 mai. Le 17 mai, c'est la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Donc, pourquoi c'est le 17 mai qui a été choisi pour cette journée-là? Parce qu'en 1990, un 17 mai, l'Organisation mondiale de la santé a décidé de retirer de la classification internationale des maladies le diagnostic homosexualité. Donc, c'est une journée bien spéciale. Et en cette journée bien spéciale, nous accueillons Élie Tremblay. Élie Tremblay est étudiant au doctorat en sciences de l'orthophonie. Et elle a commencé son parcours à la maîtrise scientifique en orthophonie il y a 2 ans avec la création d'un sondage qui s'appelle l'orthophonie pour tous et qui s'intéresse à comprendre que les besoins des orthophonistes en matière de diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Puis ce projet-là continue, devient un projet de thèse avec tout un questionnement sur le genre en orthophonie. Et aujourd'hui, on est rassemblés pour vous faire part des résultats du sondage auquel beaucoup de personnes ont participé et pour démarrer une réflexion ensemble sur comment l'orthophonie a envie et peut améliorer ses pratiques. Merci beaucoup et la parole est à toi, Élie. Et je vais partir mon micro. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Merci pour l'introduction, Ingrid. Ça me fait plaisir de pouvoir vous présenter les résultats de ma recherche sur laquelle je travaille depuis quelques années déjà. Donc, on va parler de l'orthophonie pour tous, un mouvement collectif pour des pratiques plus sensibles à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres. Puis, je veux juste mentionner que il y a d'autres personnes qui m'ont aidé à préparer le contenu que je présente aujourd'hui. Donc, il y a Elias Santier, qui est étudiant en orthophonie à l'Université de Nantes en France, Lisanne Lavray-Flebeau, qui est chercheuse et sociologue au QTMIS ici à Montréal, et Ingrid Wildert de l'École d'orthophonie et d'éthologie de l'Université de Montréal. Donc, le petit plan de ma présentation, je vais d'abord vous présenter brièvement c'est quoi l'orthophonie pour tous. Ensuite, vous donner les résultats du sondage qui vont permettre de répondre à la question où est-ce qu'on en est aujourd'hui en matière de sensibilité des pratiques à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres. Avec ça, on va réfléchir à ce qu'on fait pour la suite des choses, puis on va finir avec une période d'échange. Je veux juste mentionner d'emblée que je vais vous parler des communautés de LGBT qu'il y a plus aujourd'hui, mais je ne vais pas vraiment m'attarder dans le cadre de ma présentation à venir définir tous les concepts et la terminologie qui est liée à cette communauté-là. Par exemple, je ne vais pas définir l'acronyme. Ça, parce qu'il y a déjà eu un beau midi où ça a été fait, donc je veux qu'on essaie d'aller un petit peu plus loin. Puis, je vais pouvoir vous orienter aussi vers des ressources si vous voulez vous renseigner davantage là-dessus. Mais même si vous arrivez ici sans trop connaître toutes les définitions, des concepts, des termes, toutes les nuances de ça, je pense que vous allez quand même être très bien en mesure de me suivre aujourd'hui puis d'apprendre. Donc, restez avec moi. Donc, on se lance. L'orthophonie pour tous, qu'est-ce que c'est? On décrit comme un programme de recherche, d'intervention et de transfert des connaissances. On veut contribuer à rendre les pratiques de l'orthophonie plus sensibles avec un regard posant en particulier sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Donc, tous les groupes qui s'écartent des normes de sexualité et de genre dans notre société. Donc, en gros, on est des chercheurs en devenir ou plus établis qui voulons identifier les connaissances et les façons de pratiquer qui permettent d'être sensibles à la diversité sexuelle et la pluralité des genres en orthophonie, en développer là où il n'y en a pas, puis les diffuser, les rendre accessibles et faciles à mobiliser. Et pourquoi cette initiative? Au Canada, on sait que les orthophonistes sont tenus d'offrir des services qui sont sensibles à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres, puis que ça, c'est important parce qu'il y a des inéquités de santé liées à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres qui sont présentes au Canada, qui sont bien documentées, et que les orthophonistes peuvent venir jouer sur certains facteurs qui sont à l'origine de ces inéquités-là.
Ce que je veux dire par là, ben, c'est que, par exemple, on peut jouer sur les expériences de stigmatisation vécues par les personnes parce qu'on est présent dans certaines sphères de leur vie, dans les milieux de la santé, dans les milieux d'éducation. Puis que ben, les expériences de stigmatisation, c'est quelque chose qui est lié aux inégalités de santé en ce que ça contribue à vivre du stress. On dit du stress minoritaire, donc un stress qui est chronique puis excédentaire quand on compare aux personnes qui ne sont pas de catégorie sociale et qui ne vivent pas de la stigmatisation régulièrement. Puis c'est ça, le stress, c'est pas la chose numéro un pour notre bien-être et pour notre santé. Puis sinon, une autre chose sur laquelle on peut jouer comme orthophoniste, c'est les barrières d'accès aux soins de santé. Donc, ces barrières-là, c'est tous les obstacles qui sont sur notre route quand on a des besoins de santé auxquels on veut répondre. Et peuvent se situer vraiment à plusieurs niveaux sur notre chemin, comme dans l'identification ou l'acceptabilité des services. Par exemple, comme personne queer, ben, peut-être que je ne sais pas qu'il y a des services en orthophonie, puis je ne sais pas non plus est-ce que les services sont sensibles, sont safe ou non. Donc, ça se peut que je décide de ne pas aller chercher les soins dont j'aurais besoin, de retarder d'aller en chercher. Ça peut aussi se situer au niveau de la disponibilité ou de l'accessibilité des services. Par exemple, s'il n'y a pas assez de professionnels avec les connaissances nécessaires pour répondre aux besoins des personnes LGBTQIA+, si les services sont trop dispendieux, ça peut être un obstacle. Puis aussi, on pense souvent à l'efficacité des services parce que dès qu'on est en contexte interculturel, ben, des fois, il peut y avoir des enjeux de communication, de collaboration qui vont faire en sorte qu'on n'arrive pas bien à répondre aux besoins. Donc, voici, ça, c'était mes deux faits directeurs par les inégalités de santé. Puis, ben, jusqu'à présent, c'est pas nécessairement spécifique à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres. Donc, peut-être que ce qui est spécifique, c'est la source de la stigmatisation et des barrières d'accès aux soins de santé qui vient se situer au niveau de l'hétéro-cis-normativité. Donc, ça, c'est, dans le fond, tout l'ensemble des normes selon lesquelles il existerait deux genres complémentaires, donc les femmes, les hommes, puis le genre serait aligné avec le sexe assigné à la naissance. Donc, si je mentionne ça, c'est que dans le fond, pour qu'on réussisse à réduire les inéquités de santé liées à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres, il va falloir faire un travail de fond, donc remettre en question les façons dont on comprend même le monde comme individu, puis aussi dont les systèmes autour de nous sont construits. Donc, c'est un gros mandat. Donc, on peut se demander mais comment est-ce qu'on s'y prend finalement pour faire tout ça, puis ben, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Puis quand on avait ces questions-là, nous, comme équipe, on n'arrivait pas à trouver des réponses à ces questions. Il y avait certains bouts de réponses dans d'autres pays ou dans d'autres langues, mais pas par chez nous, puis pas en français. Donc, on a essayé d'aller chercher les réponses nous-mêmes, puis on a procédé en faisant un sondage. Donc, ça, c'est notre point de départ le point de départ de notre initiative. Puis, ce qu'on voulait faire, c'était venir mieux comprendre les besoins qui sont ressentis par la communauté orthophonique quant à la pratique auprès de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. On a diffusé notre sondage en 2022-2023. Le sondage contenait des questions fermées, des questions ouvertes. Donc, les gens ont pu se positionner par rapport à certains énoncés, puis aussi nous offrir plein de commentaires. C'était vraiment riche. Puis, on a eu 140 réponses au Canada. Et ce projet-là est possible grâce au financement de plusieurs organismes, dont le CREMIS, le CRIR, les IRSC, puis l'Université de Montréal. Voilà. Je ne vais pas m'étendre plus sur la méthodologie vu que c'est une présentation de 30 minutes. Je vais me concentrer sur les résultats. Donc, on est venu regarder trois choses en particulier. Donc, nous, le plus gros morceau qu'on voulait comprendre, c'était quelles actions les orthophonistes mettent en place ou aimeraient mettre en place pour être sensibles à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres dans leur pratique. Donc, vraiment le volet pratique orthophonique, parce que ben, c'est en posant des actions qu'on peut venir jouer finalement sur les expériences de stigmatisation, sur les barrières d'accès aux soins de santé, donc sur les iniquités de santé. Mais pour pouvoir être sensible, on ne peut pas juste faire des actions tout seul. On a besoin d'avoir un certain soutien des organisations, puis aussi une certaine réflexivité et certaines connaissances, nous, en tant qu'individus. Donc, on a exploré aussi ces volets-là. Donc, pour ce qui est, là, on arrive dans les résultats. Donc, pour ce qui est du soutien perçu au niveau des organisations,
Donc, dans les milieux de travail, les gens rapportaient qu'il y avait quand même une certaine inclusivité en apparence, dans le sens où, quand on leur demandait est-ce que vous entendez des remarques homophobes, transphobes, la majorité des gens nous ont dit non, qu'ils n'en entendaient pas vraiment dans leur milieu. La plupart des gens disaient, ah, ben, il y a des personnes ouvertement de LGBTQIA+ dans l'équipe. Puis, pour certaines personnes aussi qui ont commenté, c'était suffisant pour dire que les milieux étaient ouverts et que les choses allaient bien. Mais pour beaucoup d'autres personnes, c'était pas suffisant. Puis, quand on allait creuser sur plus qu'est-ce que les milieux font explicitement pour soutenir les orthophonistes à avoir une pratique sensible, puis assurer que les personnes qui arrivent dans les milieux aient des bonnes expériences. Ben, quand on demandait est-ce que votre milieu a une exigence d'une pratique sensible à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres, dans la plupart, la majorité des gens nous ont dit que non. Quand on me demandait s'il y a une politique antidiscriminatoire spécifique ou visible, la plupart des gens nous ont dit non ou je ne sais pas. Donc, euh, voilà. Quand on demandait s'il y a des formulaires et du matériel sensible à la diversité sexuelle et la pluralité des genres, chose, on avait une majorité des salles de réunion parlementaires et des encouragements à suivre des formations sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Donc, ce que j'en conclus, c'est que les milieux ne sont pas nécessairement antagonistes, mais ce n'était pas eux qui prennent le lead d'en haut pour que les pratiques soient sensibles à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres. On s'est aussi intéressé à ce qui se passe dans les universités. Donc, on a demandé est-ce qu'il y a des enjeux de LGBTQIA+ qui sont abordés dans vos cours. Puis, la majorité des gens nous ont dit pas du tout ou un peu. Puis, dans les commentaires, on nous disait, mais c'est surtout abordé dans le cours de voix ou sinon par des personnes étudiantes qui font des présentations sur des sujets qui viennent les intéresser. Ensuite, pour les autres professionnels et les associations professionnelles, on demandait est-ce que vous souhaiteriez qu'il y ait un soutien de leur part? Et là, le soutien était souhaité de façon assez forte par les personnes qui ont répondu au sondage. Donc, on avait des moyens de se la sexuelle et la pluralité des genres, par exemple, des offres de formation, de la promotion pour ce type de formation-là. Quand on demandait est-ce que vous aimeriez que est-ce que les autres devraient avoir une exigence d'une pratique sensible à la diversité sexuelle et la pluralité des genres? On avait 92% des gens en faveur. Puis, dans les commentaires, on nous disait souvent qu'on aimerait avoir des lignes directrices pour savoir comment s'y prendre. Et à notre question sur est-ce que je me sens encadrée par rapport à la tenue de dossier en lien avec la diversité sexuelle et la pluralité des genres, seulement 7% des gens qui nous ont dit se sentir tout à fait ou un peu plutôt bien encadrés. Donc, à ce niveau-là, il y a quand même des besoins qui ressortent. Ensuite, on arrive à la réflexivité et aux connaissances. Donc, ce qui était quand même encourageant, c'est qu'il y avait une majorité des personnes répondantes qui se disaient sensibilisées aux enjeux généraux qu'on proposait en lien avec la diversité sexuelle et la pluralité des genres dans le sondage. Donc, on leur demandait, par exemple, est-ce que vous savez c'est quoi la distinction entre l'expression de genre, l'identité de genre, l'orientation sexuelle? Les gens disaient, la majorité disait oui. Est-ce que vous savez qu'il existe des pronoms neutres, des concepts, des termes se rapportant à la diversité sexuelle et la pluralité des genres? Est-ce que vous sauriez les définir, vous les comprenez bien? Est-ce que vous savez écrire d'une façon inclusive? Donc, tous ces items-là plus généraux, la majorité des gens nous disaient être assez sensibilisés. Par contre, dès qu'on venait rajouter en orthophonie dans son énoncé, alors là, les gens disaient ah, non, ça, par contre, je ne connais pas ça. Donc, si on demandait c'est quoi les besoins des personnes de LGBTQIA+ en orthophonie, où là, la majorité des gens ne savaient pas trop, c'est quoi les ressources cliniques et communautaires par lesquelles référer des personnes de LGBTQIA+, on ne savait pas trop, c'est quoi les barrières d'accès aux soins rencontrées par les personnes de LGBTQIA+ en orthophonie, on ne savait pas trop non plus. Voilà, et je suis aussi venue voir, au niveau de la réflexivité et des connaissances, y a-t-il des choses qui contribuent vraiment à ce que les gens viennent passer à l'action puis vont mettre en place des choses dans leur pratique? Il y avait un élément qui ressortait comme lié à un passage à l'action généralisé, donc que les gens allaient mettre en place vraiment beaucoup d'actions. Puis il est assez logique, c'est le fait d'avoir déjà réfléchi au fait que tous les milieux, dont le mien, peuvent accueillir des personnes et des familles de LGBTQIA+. Donc, quand on avait déjà réfléchi à ça, alors on était beaucoup plus susceptible de mettre en place
des actions dans notre pratique. Donc, je le mentionne parce que ça peut quand même constituer un beau levier. Là, on rentre dans le crunchy de la pratique orthophonique. On est venu se poser deux questions. Donc, les besoins dans la pratique orthophonique sont de quelle ampleur et de quelle nature? Donc, je vais vous présenter d'abord comme l'ampleur des besoins. Donc, pour vous présenter ça, je vais vous montrer des diagrammes à bandes. Mais là, pas de panique parce que je ne vais pas vous dire les bandes correspondent à quoi précisément. Si je vais vous le dire dans une deuxième partie, dans la partie sur plus la nature des besoins. C'est juste pour se faire comme une idée, une impression d'à quel point les besoins sont grands ou non. Voilà, donc on a demandé aux personnes répondantes de se positionner par rapport à 12 actions à viser inclusive. Donc, on leur demandait est-ce que c'est important de le faire? Les gens pouvaient dire c'est pas du tout important, c'est plutôt peu important, plutôt important, ou tout à fait important. Les actions, c'est des choses comme est-ce que c'est important d'aborder les talents de et pour les 12 pratiques qu'on a mentionnées, elles ont toutes été jugées plutôt ou tout à fait importantes à réaliser par les majorités de personnes répondantes. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent réaliser ces actions-là importantes à proposer. Puis, on leur demandait est-ce que c'est des choses que vous faites? Alors, il y avait seulement 4 des 12 actions des mêmes 12 actions qu'on proposait, c'était souvent ou presque toujours fait par une majorité des personnes répondantes. Ce qui veut dire que quand c'est sans relation, mais c'est quand même, il y a des écarts vraiment importants à combler entre ce qui est fait actuellement et ce qu'on souhaiterait que les orthophonistes fassent, ce qu'on trouve important de faire. Donc, il y avait des écarts à combler pour chacun des 12 éléments qu'on proposait, sauf un. Je vais vous dire c'est lequel bientôt. Puis les écarts étaient parfois très gros, donc aller jusqu'à 84% pour un de nos systèmes. Oui. C'est flou, tu montres ta caméra, comme tu montres. OK. Tu montres à l'écran. Voilà. Donc, je montrerai le graphique, ce qu'on fait, ce qu'on souhaite faire et l'écart entre les deux. Et là, on va se pencher sur la nature des besoins. Je les ai regroupés par rôle de l'orthophoniste. Donc, on va regarder d'abord des énoncés liés à notre rôle plus de personnes expertes. Donc, on avait un énoncé qui était j'utilise du matériel avec des personnages diversifiés, par exemple des familles homoparentales, des personnages non-binaires dans ma pratique clinique. Si mon milieu n'en possède pas, j'en promeus l'achat ou la création. Donc, ça, dans le fond, les deux énoncés qui sont ici, c'est les principaux besoins qui sont sortis au niveau de l'expertise. Donc, on avait un écart à combler dans la pratique de 56% pour ce premier-là, et un écart à combler de 55% par rapport à l'énoncé. Quand mon objectif thérapeutique concerne les pronoms, j'aborde des pronoms diversifiés comme yel, ya, il, al, ol, ul ou im. Et ce qui était particulier pour cet énoncé-là, parce que ce que vous voyez comme résultat ici, c'est les gens qui ont répondu sur notre échelle de Likert. Donc, quand c'est pas du tout important jusqu'à c'est tout à fait important, mais les gens ont aussi la possibilité de dire ben, ça ne s'applique pas à moi, je ne sais pas, ou je préfère ne pas répondre. Et pour cet item-là, quand on leur demandait est-ce que c'est important d'aborder les pronoms diversifiés en thérapie, on avait un grand nombre de je ne sais pas. C'est l'item pour lequel on a obtenu le plus grand nombre de je ne sais pas. Donc, plus que le tiers des personnes. Donc, on dirait que c'est une question que les orthophonistes se posent et ils ne savent pas trop comment se positionner par rapport à cette question-là. Donc, est-ce qu'on devrait ou pas aborder les pronoms diversifiés en thérapie? Voilà, donc c'est quelque chose dont il faudrait discuter et essayer d'approfondir qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Après ça, des besoins qui étaient présents mais un petit peu plus modérés. Quand mon objectif thérapeutique concerne les pronoms il et elle ou les accords masculins et féminins, j'évite de faire des associations entre l'identité et l'expression de genre. Par exemple, cheveux longs égale fille égale elle. Donc, c'est important à faire. C'est fait par à peu près la moitié des gens.
Et dans ma pratique en voix, je me forme ou je reste à jour quand on approche en harmonisation de la voix pour les personnes ayant des demandes en lien avec leur identité de genre. Donc, celui-là, il y avait un 82% pas applicable. Est-ce que je le fais ou pas, mais c'est lié au fait que c'est pas tout le monde qui pratique en voix. Fait que il n'y a pas grand-chose à ajouter là-dessus. Donc, ça, c'est pour les besoins de la sphère expertise. Maintenant, si on va dans la sphère plus dans notre communication en tant qu'orthophoniste, j'ai mis en bas les écarts, les trois plus gros écarts qu'on a obtenus. Donc, ici, on a un écart de 79% à combler par rapport à l'énoncé dans ma collecte de données et dans mes interactions. Je donne l'opportunité aux patients de faire part de leurs pronoms, accords et prénoms d'usage. Voilà. Après ça, on avait des besoins qui étaient plus modérés, qui étaient j'intègre l'écriture inclusive dans mes échanges écrits et dans mes documents, par exemple, compte rendu de bilan, de rapport d'évaluation, dans l'intervention lorsque c'est approprié. Je précise d'emblée mes pronoms et accords d'usage dans ma signature de courriel, par exemple. Et dans ma collecte de données, dans mes interactions, je tiens compte de la diversité des structures familiales. Puis, mais une chose sur lesquelles on voulait apporter l'attention, il y a comme deux éléments qu'on trouvait qui parlaient quand même bien. Donc, le premier, dans ma collecte de données, dans mes interactions, je donne l'opportunité aux patients de faire part de leur pronom, accord et prénom d'usage, mais c'est quelque chose qu'on jugeait tout à fait important, mais presque personne faisait ou savait comment faire. Puis quand on demande, ben, est-ce que vous précisez vos pronoms et accords d'usage dans la signature de courriel? Là, les gens trouvaient ça moins important. Il y avait un petit peu plus de personnes qui le faisaient, mais cette action-là, c'est une des façons recommandées principalement pour donner l'opportunité aux gens de faire part de leur prénom, prénom d'usage, pronom et accord, parce que dans le fond, ça ouvre la porte à ce que l'autre personne puisse nous dire les siens. Donc, on trouvait qu'il y avait comme une tension intéressante ici où on dirait que les orthophonistes ne comprenaient pas nécessairement que c'était quoi, à quoi ça servait finalement de préciser ses propres pronoms, accords et prénoms d'usage ou avaient peur. Il y avait beaucoup de gens qui avaient peur de réaction si ils faisaient ça. Donc, voilà. Et ben là, ça, c'est notre item pour lequel il n'y avait pas de besoin ressenti. Donc, je respecte les volontés et la confidentialité des patients en lien avec leurs pronoms, accords et prénoms d'usage. Donc, on s'entend que c'est un énoncé avec quand même beaucoup de désirabilité sociale. Il n'y a personne qui a envie de dire, ben, moi, vraiment, je respecte pas les gens. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même eu un 38% de personnes qui ont dit que c'était pas applicable à eux. Ça vient quand même nous poser certaines questions. Donc, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est pas applicable à nous? Ben, il y en a qui disaient, ben, c'est parce que finalement, je donne pas l'opportunité, fait comme ça, j'ai jamais eu à faire un effort particulier. Mais il y en avait d'autres aussi qui disaient, ben, c'est juste pas ma clientèle ou c'est pas dans mon milieu. Fait qu'on peut se poser des questions quand même parce qu'en principe, tu peux rencontrer des personnes de LGBTQIA+, sans le savoir, fait qu'il faut comme donner l'opportunité pour respecter. Donc, voilà, ici, on se pose un petit peu plus de questions par rapport à ça. Donc, c'est peut-être pas un besoin qui est ressenti en tant que tel, on pourrait dire que c'est un besoin au regard des normes de ce qu'on devrait faire comme orthophoniste. Et ben, ma dernière page de résultats. Quand on questionnait plus sur le rôle au niveau de l'érudition, donc d'aller chercher des connaissances, de réfléchir, on avait deux autres de nos besoins principaux qui sont sortis. Donc, il y avait je participe au développement de matériel, de documents et ou de connaissances pour offrir un accueil et des soins appropriés aux personnes de LGBTQIA+. Où parce que tout le monde disait oui, les orthophonistes devraient faire ça, mais en pratique, il y avait peu de gens qui le faisaient. Et je cherche des données probantes ou d'autres sources de connaissances pertinentes afin d'offrir un accueil et des soins appropriés aux personnes de LGBTQIA+. Même chose, on pensait que c'était très important que les orthophonistes le fassent, mais en pratique, c'était presque pas fait. Et un besoin un petit peu plus modéré, c'était de venir appliquer les données probantes et autres sources de connaissances disponibles afin d'offrir un accueil et des soins appropriés aux personnes de LGBTQIA+. Donc, encore une fois, on avait un 31% de non applicables où ben, on se demande s'il y a des gens qui étaient comme, ben, j'ai pas été chercher des données probantes et que j'en ai aucune à appliquer, mais il y a aussi des gens qui disaient, ben, ça ne me concerne pas parce qu'il n'y a pas de personnes de LGBTQIA+ dans la pratique. Donc, même chose ici aussi, ça peut soulever des questions.
Donc, pour conclure sur les résultats de la recherche, ben, il y avait des besoins importants qui étaient ressentis pour parvenir à offrir des services sécuritaires, efficaces et de qualité par rapport à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres. Mais quand même, ce qui était super enthousiasmant de voir, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient envie de s'améliorer, de faire mieux parmi nos personnes répondantes. Les causes de ces besoins-là sont complexes. Donc, j'ai déjà mentionné ben, le fait qu'il n'y avait pas vraiment de soutien explicite dessus des organisations, alors qu'un tel soutien serait généralement souhaité. Il n'y avait pas une absence absolue de connaissances et de réflexivité des orthophonistes, mais un espèce de flou sur qu'est-ce que ça implique concrètement de venir intégrer ces considérations culturelles-là en orthophonie, surtout à l'extérieur de certaines pratiques spécifiques comme l'harmonisation de la voix. Mais je voulais aussi mentionner que ben, dans notre société, on est quand même dans un contexte de polarisation sociale sur ces questions-là, puis que ben, vraiment, ça venait ressortir aussi dans les commentaires qu'on a reçus au sondage. Donc, les orthophonistes, on est des êtres humains, on a des positions sur plein de choses. Puis, ben, justement, on avait des gens qui étaient comme, oui, on a vraiment le devoir de s'informer, de se former sur ces sujets-là. Même, j'ai des ateliers de sensibilisation, des gens comme vraiment engagés. On avait, à l'inverse, des gens qui nous ont dit des choses comme je refuserais de traiter des clients non-binaires, puis l'orthophoniste n'a aucune responsabilité par rapport à ces enjeux-là. Et on avait un grand nombre de personnes qui se situaient aussi entre les deux, qui étaient comme je veux bien faire. Genre, j'ai peur de poser des mauvaises actions, mais j'ai aussi peur que les gens réagissent si je pose des actions, qu'il y ait des gens euh, qui réagissent fortement. Donc ça venait jouer, puis jouer beaucoup, puis ça engendrait certains défis ressentis par les orthophonistes. Puis une autre chose qui ressortait beaucoup des commentaires, c'est à quel point ces enjeux-là sont intersectionnels. Par exemple, j'avais beaucoup de personnes qui, mais pour expliquer un petit peu où elles se situaient dans leur pratique, allaient mentionner des choses comme je travaille soit avec des enfants qui ont une déficience intellectuelle ou en milieu allophone avec des personnes migrantes, etc. Donc, on voit que finalement, la diversité sexuelle et la pluralité des genres, ça vient agir avec d'autres catégories identitaires, avec d'autres facteurs, comme dans ces exemples-là, il y a l'âge, la capacité, le handicap, la langue, / les habiletés linguistiques, le statut d'immigration, la nationalité aussi, parce on fait souvent en disant par rapport aux immigrants, mais je ne sais pas c'est comment dans leur pays. Donc, ça, c'est comme si, finalement, dans la perception de certains orthophonistes, il y a différentes listes sociales qui sont comme difficiles à venir concilier ensemble. Puis ça vient donner une impression que, sans doute véridique, mais que c'est un défi, finalement, complètement à adapter nos pratiques. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'on fait face à ces besoins? Ben, notre équipe, c'est sûr qu'on a la volonté d'aider à répondre aux besoins qu'on a identifiés. Donc, je vais regarder un petit peu avec vous quelles ressources existent actuellement. Comment vous pouvez les adapter aussi et vous impliquer si vous le souhaitez. Donc, on a fait un certain travail. On a créé notre site web, donc vous pouvez déjà aller visiter notre site web. Et on a fait un travail pour essayer de venir compléter différentes ressources pour vous aider. On a regroupé, c'est pas juste ces 3 ressources-là, on a regroupé des ressources autour de dizaines de termes, de thématiques qui ressortaient comme, pour lesquelles il y avait des besoins qui ressortaient dans le sondage. Notre compilation de ressources n'est vraiment pas exhaustive, donc on a mis vraiment les ressources que nous, on connaissait, on en a cherché certaines, mais que nous, on connaissait, qui étaient nos préférées. Et on a la volonté pour que cette compilation de ressources-là soit évolutive, et collaborative aussi. Donc, si vous voyez des ressources que vous aimez vraiment, n'hésitez pas à nous en faire part parce qu'on va pouvoir les rajouter. Donc, mais une chose qu'on s'est rendu compte en essayant de faire cette compilation de ressources, c'est qu'il y avait peu de ressources qui étaient spécifiques à l'orthophonie, puis il y en avait encore moins en français. Donc, parmi les ressources qu'on a trouvées en français, ben, on a des ressources qui restent assez générales. Une que je pourrais recommander pour les personnes qui ont envie de voir une base, c'est les formations transdiversité, qui sont des formations gratuites
en ligne qui viennent aborder justement les concepts de base par rapport à la diversité sexuelle et la pluralité des genres, mais aussi ce que ça implique dans les milieux de l'enseignement, puis dans les milieux de la santé et des services sociaux. Fait que c'est quand même proche de nous, mais c'est pas spécifique en notre pratique à certains défis qu'on a dans notre pratique en orthophonie. Non, en anglais, donc il y a l'American Speech Language Hearing Association qui ont certaines ressources disponibles. Par exemple, une page Supporting and Working with Transgender and Gender Diverse People, où il y a certaines lignes directrices qui sont plus spécifiques à l'orthophonie. Par exemple, il y a des lignes directrices autour de notre dossier puis notre rédaction de rapport en orthophonie pour s'assurer de respecter, d'affirmer la personne tout en respectant la confidentialité, en s'assurant que ce soit sécuritaire. Il y a certaines lignes directrices sur le travail des pronoms non genrés en thérapie, sur le choix des normes pour nos évaluations quand on a une personne qui est trans ou non-binaire devant nous. Mais c'est ça, il y a certaines de leurs recommandations, par exemple, pour les rapports, pour ne pas genrer la personne où on recommande, par exemple, d'utiliser des mots comme the client, the patient, the student, que, en français, c'est genré, ça applique plus ou moins. Puis, il faut aussi savoir que c'est ça, c'est dans un contexte qui est différent. Par exemple, leurs recommandations par rapport au fait de mentionner pas le sexe dans les rapports, mais c'est de le mentionner seulement si c'est directement pertinent à la provision des services, alors que au Québec, pour nous, c'est obligatoire selon le code de déontologie. Donc, c'est ça, il y a certaines différences qui font en sorte que c'est plus difficile pour nous d'appliquer ces lignes directrices-là. Donc, nous, notre ambition, on a la volonté de développer des ressources qui sont concrètes et pertinentes pour les orthophonistes francophones et les orthophonistes d'ici, donc du Québec et du Canada. Et aussi en France, Elias travaille là-dessus. Puis s'il y a des gens d'ailleurs qui veulent se joindre à notre projet, laissez-nous savoir. Ouais. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Ben, moi, je suis une personne étudiante au doctorat, donc je vais faire mon doctorat pour essayer d'élucider ce flou dont je vous ai parlé sur qu'est-ce que ça implique finalement les sexualités, les sexes, les genres en orthophonie. Je vais avoir certaines portions du travail à faire plus de mon côté, par exemple, essayer d'aller voir qu'est-ce qui a été dit dans l'histoire de l'orthophonie sur ces concepts-là, qu'est-ce qui est dit dans la littérature scientifique, d'où est-ce que ces idées-là viennent, sur quoi on s'entend moins. Mais je vais aussi avoir un grand besoin de vous pour plein d'autres portions du travail. Probablement qu'une chose qu'on va vouloir faire, c'est des entrevues sur vos pratiques et sur vos perspectives pour réussir à rester connecté vraiment à vos expériences. C'est ça, je pense, pour que les ressources nous soient pertinentes et autant utiles que possible. Puis, au-delà de mon projet très précis de doctorat, on aimerait ça continuer à partager collectivement c'est quoi les ressources qui sont disponibles pour avoir des pratiques qui sont plus sensibles à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres en orthophonie. On veut continuer à encourager la réflexion collective aussi. Donc, maintenant, on est sur les réseaux sociaux, on a notre site web, on a lancé une infolettre. Donc, ça, c'est le code QR de l'infolettre Vianney. Vous pouvez aussi nous rejoindre par courriel pour échanger. On a full envie de recevoir vos commentaires. Et on se demandait aussi comment vous rejoindre, quelles seraient les meilleures façons de partager ces connaissances-là. Puis on se demandait, est-ce que, par exemple, la formation continue, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Est-ce qu'on devrait mettre sur pied une communauté de pratique où on se rencontre de temps en temps pour discuter de ces enjeux-là, pour essayer de voir est-ce qu'on peut mettre des lignes directrices pour nous ici? Donc, c'est des questions qu'on se posait. Puis, j'en profite pour mentionner qu'on a vraiment plein de choses à faire, mais qu'on est une toute petite équipe. Il y a d'autres gens qui veulent s'impliquer, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On est tout le temps à la recherche de nouveaux cerveaux et nouveaux bras pour nos projets. Puis, on va essayer de s'assurer que votre travail soit reconnu à sa juste valeur si, si vous collaborez avec nous. Donc, on arrive à la période de questions. Donc, c'est le moment de poser vos questions. Puis, on vous en lance aussi si jamais vous avez le goût de vous prononcer là-dessus. Donc,
ce serait quoi les meilleures façons de vous rejoindre, puis de quelle manière vous avez envie d'apprendre et de vous impliquer, par exemple, formation continue, communauté pratique, autre chose totalement. Ça nous ferait vraiment plaisir de le savoir. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que c'est... Oui, vous m'entendez. Merci beaucoup, Élie, pour cette présentation. Et j'invite effectivement les personnes qui sont en ligne avec nous à nous écrire via le chat, soit pour poser des questions, soit peut-être pour revenir avec un commentaire ou une réponse aux questions que Élie vous a lancées. Puis on a quelques personnes aussi en salle avec nous, donc je vous regarde et je vous invite à prendre la parole. D'abord, un grand merci pour cette présentation. Je trouve que ça nous a vraiment donné le portrait de la situation actuelle, même si l'écart, c'est vraiment intéressant de voir que malgré la bonne volonté de plein de gens, dont je fais partie, mais des fois qu'on ne sait pas toujours comment faire, puis qu'il y a encore plein de questionnements. L'autre chose qui m'a beaucoup impressionnée ici, c'est le site web que je ne connaissais pas, que je suis allée voir, c'est vraiment intéressant. Il y a plein de ressources. En tout cas, pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui va être fort utile parce que c'est ça, souvent, on a une question, donc quelque chose d'accessible auquel on peut se référer de façon rapide. Mais bien sûr, pour répondre aux questions, la formation continue, je pense que ça serait vraiment intéressant aussi pour les espaces aussi, comprendre les concepts, leurs implications. Je pense qu'on est vraiment dans une période où on veut apprendre, puis comme tu nommais, les bonnes pratiques, les commandes. Moi, ça serait fort utile pour moi. Puis, en lien avec c'est sûr que la comme l'intersectorialité entre la neurodiversité et la diversité sexuelle et de genre, moi, c'est un sujet qui me passionne. Puis, si j'ai plein de réponses, mais j'ai beaucoup de questions. Puis, ça, si je peux m'impliquer là, au sein de votre groupe, et ça serait vraiment quelque chose qui m'intéresserait grandement. Puis, je pense que il y a plein de questions à se poser en lien avec notre pratique orthophonique auprès de ces sujets. Absolument. C'est merveilleux. Puis ton micro fonctionnait bien parce que les gens en ligne ont entendu. Donc, c'est très chouette. Vous avez la prochaine. Si également, ça rejoint Julie à ce qu'elle vient de dire. Et ce que je dis aussi, en fait, moi, j'ai une question par rapport au profil des répondants. Oui, je pense que tu n'en as pas parlé, peut-être c'est pour en parler maintenant. Absolument. Ça fait plaisir de répondre aux questions sur les profils des répondants. Oui. Non, c'est juste pour comprendre aussi oui, les résultats aussi. Ça permet de... Absolument, c'est vrai. Donc, on a demandé, les personnes qui répondaient, c'était des personnes qui travaillaient ou étudiaient en orthophonie. Donc, c'était, il me semble, à 76%, si on répond. Les personnes orthophonistes, puis les autres, c'est des personnes étudiantes. Ensuite de ça, les personnes étaient quand même bien réparties en termes d'années d'expérience de pratique. Donc, ça, c'était intéressant. On avait une grande majorité des gens du Québec. Oui, c'est pourtant je fais travailler dans le monde du Québec. Puis, sinon, une chose, j'imagine peut-être vous vous demandez, mais la proportion de personnes de LGBT, il y a plus qui ont répondu. Donc, on avait à peu près 20% de personnes de LGBT qui a plus qui ont répondu. C'est quand même cool. Parce que ça permet d'avoir une bonne représentativité dans leurs commentaires et eux. Dans les commentaires, c'est quoi une personne de la LGBT qui a plus en d'autres et en même temps d'avoir un commentaire de personnes qui ne sont pas. Donc, vous avez des problématiques si on avait 0 personnes de LGBT qui a plus qui avaient répondu ou que des personnes de LGBT qui a plus qui avaient répondu, mais on est comme dans un moment entre deux où on a quand même accès des commentaires à différents. Voilà. Et
Oui, merci pour cette question-là, elle est super importante. Et je viens solliciter ta mémoire aussi, mais tu nommais les âges, les années d'expérience, et puis il me semble que tu vois des tendances aussi en fonction justement de quand les gens ont été formés. Et, si tu voulais en parler un tout petit peu. Il me semble que les tendances au niveau des années d'expérience, ça ressortait surtout au niveau de notre composante qui était réflexivité et connaissance, puis sur un aspect de notre composante soutien organisationnel. Fait qu'au niveau du soutien organisationnel, une question qu'on demandait aux gens, c'est à quel point il y avait des personnes étudiantes dans votre cohorte en orthophonie. Ben, les gens qui avaient le plus d'années d'expérience, il n'y avait pas une tonne de personnes de SLGBTQIA+, dans leur cohorte en orthophonie, alors que les personnes plus jeunes ou avec moins d'années d'expérience avaient eu plus d'échanges et côtoyé plus de personnes de SLGBTQIA+. Et de façon générale, sur certains aspects, les personnes avec plus d'expérience en orthophonie, mais ça, on voyait moins comme pertinent certaines pratiques comme de mettre les pronoms dans les courriels ou de, je pense, faire attention à la diversité familiale dans la collecte des données. Il me semble que c'était comme deux choses qui ressortaient. Donc, il y avait des petites différences où c'est peut-être un petit peu moins d'importance accordée à ces aspects-là, mais il ne faut pas non plus généraliser. Il y avait des personnes dans chaque catégorie d'années d'expérience qui étaient plus engagées ou moins engagées. Fait que, voilà. Ouais. Pour les années d'expérience, c'est ça. Il y a aussi des expériences de milieu, si jamais. Ah, mais je peux peut-être répondre à. OK. Ben, dans les milieux de travail, on a regardé aussi s'il y avait des différences d'un milieu à l'autre. Puis on avait assez de personnes répondantes pour vérifier s'il y avait des différences entre les personnes qui travaillent en milieu privé versus les personnes qui travaillent en milieu privé, et aussi pour les personnes qui travaillent en milieu scolaire versus les personnes qui travaillent en milieu scolaire. En milieu privé, il y avait un groupe d'actions qui était codé de façon générale. Euh, c'est plus simple, surtout comme c'est bien dans les pronoms dans la nature, donner l'opportunité la personne de dire c'est quoi ses pronoms, puis aussi tout ce qui concerne le matériel, donc utiliser du matériel qui est plus diversifié, puis travailler en développer. Ça allait un petit peu des cabinets privés. Puis, au niveau des milieux scolaires, là, c'était plus au niveau de la réflexivité et des connaissances où des fois, il y avait un petit peu moins, on avait un petit peu moins réalisé qu'il y avait des personnes de la célébrité tout à plus qu'on peut rencontrer. C'est ça. C'est ça la plus grosse différence. Est-ce que vous m'entendez bien avec le masque? Oui. Ouais, parfait. Je me demandais, en fait, parce qu'on a parlé de l'utilisation de différents pronoms, on a vu qu'il y en avait quand même plusieurs. Je me demandais si dans les réponses, il y a certaines personnes qui avaient mentionné, par exemple, le fait qu'elles pouvaient considérer que c'est un frein ou que c'était trop compliqué pour les élèves ou pour les, je suis du milieu scolaire, pour les élèves à apprendre, par exemple. Et si ça avait été étudié, est-ce que vraiment c'est plus difficile ou pas? Est-ce que c'est un mythe ou pas? Donc, je me demandais par rapport aussi à l'écriture inclusive, par exemple, c'est ce qu'on entend souvent, mais je me demandais s'il y avait des bases scientifiques pour développer tout ça. Excellente question, merci pour cette question. Donc, oui, il y a eu des commentaires dans le sondage par rapport à la question sur l'enseignement de pronoms diversifiés. En fait, il y a eu vraiment plusieurs commentaires qui étaient comme ah, ben là, c'est trop compliqué, c'est trop complexe, il y a trop de pronoms, il faut s'entendre sur un seul. Moi, je connais juste elle, puis la titre. Fait que oui, il y avait ce type de perception tout à fait dans les personnes qui ont répondu. Puis, même chose par rapport à l'écriture inclusive, il y a beaucoup de personnes qui étaient comme mais c'est trop compliqué, comme oui, l'utiliser, mais il faut vraiment faire attention à c'est ça, parce que vu qu'on travaille auprès de personnes qui ont des difficultés de lecture, il faut prendre en compte ça, puis on ne veut pas compliquer les choses pour ces personnes-là. Donc, merci de le mentionner parce que justement, pour l'instant, je pense que c'est vraiment plus du côté du mythe qu'on va chercher des données là-dessus. Il n'y a pas une tonne de données par rapport, en tout cas, je n'en ai pas vu par rapport aux pronoms, à l'enseignement des pronoms, mais par rapport à l'écriture inclusive,
il y a comme deux choses qui me semblent importantes à mentionner. C'est d'abord que c'est ça, l'instrumentalisation du handicap a été dénoncée par des personnes qui ont une dyslexie, un trouble du langage, des déficiences visuelles, dans le sens où souvent on dit dans les grands débats publics, on va dire, ah, ben, c'est pour les personnes avec un handicap qu'on ne devrait pas utiliser l'écriture inclusive, mais qu'on ne questionne pas vraiment ces personnes-là sur c'est quoi leurs expériences. Puis qu'il y a beaucoup de personnes avec une dyslexie, avec un handicap visuel, par exemple, qui sont en faveur de l'écriture inclusive, puis c'est comme si on les oubliait totalement. Puis ces personnes-là disent, mais dans le fond, le vrai défi, c'est le fait que la langue française est super genrée, que la langue française n'est pas transparente, fait que c'est comme là-dessus qu'il faudrait essayer de travailler, non pas dire, ben, donc l'écriture inclusive, on ne l'utilise pas. Puis après ça, quand on va chercher aussi ben, dernière chose, puis justement, il faudrait adapter les logiciels plutôt que de dire d'emblée, genre, de fermer la porte d'emblée. Puis, c'est ça, quand on va chercher dans la littérature, est-ce que vraiment l'écriture inclusive nuit à la lecture? C'est vraiment des résultats préliminaires qu'on a, mais de façon générale, il ne semble pas y avoir de différence. C'est souvent, on s'inquiète des doublets, des points médians, des doublets abrégés. Puis, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de données à ma connaissance qui soutiennent le fait que ce serait plus difficile à lire. Il y a un ralentissement de la lecture, je pense, pour quand c'est la première fois que tu vois des doublets, mettons que tu n'en as jamais vu avant, mais que rapidement, ça devient plus vite et plus facile. Par contre, on n'a pas de données avec des personnes dyslexiques. Il me semble que les données qu'on a, c'est sur des personnes neurotypiques. Ce serait ce que je pourrais dire là-dessus. Très bonne question. Merci. Oui, rapproche-toi, mais entre-temps aussi, on a Corinne Toupin qui a levé la main. Corinne, je vais te laisser ouvrir le micro. Est-ce que toi, tu as ton haut-parleur mis? Ça se peut que ça crée un effet sonore désagréable ici. Si c'est le cas, Corinne, alors je te demanderai d'écrire à la place, mais on va essayer, d'accord? OK. Toi, tu peux... Alors, je commence, vous me dites si le son est bon. Je vais parler un peu. Oui, c'est ouvert au plus fort, mais on n'entend pas. Attends. OK. Moi, je vais entendre la question, puis je vous la répéterai. Oui. Ça va être long. Bonjour, Élie! Ça va être long. Moi, j'avais 4 choses à dire, 5 choses à dire. Attends, un instant. Je pense que Boutena va essayer de. On va essayer d'arranger. Parce qu'on veut bien t'entendre. Et avec ça, je ne sais pas si ça. OK. Vas-y, Corinne. J'essaie encore. Est-ce que c'est mieux? Oui, on t'entend bien. Yeah. J'ai pas voulu prendre le clavardage parce que j'avais comme beaucoup de points. Le premier, c'est que je voulais répondre à une de tes questions, tu sais, quelle est la meilleure façon de nous joindre? Puis je voulais dire que personnellement, comme ça, une petite formation nous dit, je trouve ça plus mobilisant, par exemple, qu'une infolette, où est-ce qu'à un moment donné, on en a beaucoup, puis on finit par faire, ah, j'ai pas le temps aujourd'hui, on oublie qu'on a reçu l'infolette, on la lit pas. Ou quoi que ce soit. Donc, je me disais, tu sais, des formations, c'est le fun, c'est de, OK, j'ai ma petite date à mon agenda, puis je vais entendre parler de ce sujet-là, je vais me tenir à jour. J'avais des questions, j'avais un partage. OK, alors partage, je voulais dire que tu parlais justement de l'écriture inclusive, de la lecture avec l'écriture inclusive. Dans ma clinique privée, notre Canva maintenant est toute, dans le fond, non-genrée. Puis, on n'a pas besoin de changer de genre. La décision qu'on a prise, c'est on ne change pas le genre dans le Canva, peu importe le genre. Fait que dans le fond, c'est toujours écrit au non-genré au complet. Et moi, je trouve ça vraiment rapide à remplir comme canevas de rapport. Donc, ça. Et puis, l'autre chose que je voulais dire, c'est que je viens de faire la formation sur la tenue de dossier de l'ordre et on n'est pas obligé de remettre la mention de sexe dans le rapport. On est obligé de l'avoir au dossier, mais pas au rapport. Donc, ça, j'ai bien noté et je ne le mets plus. Et sinon, proposition, je me demandais si c'était possible, entre autres pour le matériel, de faire d'aller chercher des partenariats avec des grosses maisons d'édition. Tu sais, je pense à Passe-Temps, entre autres, qui pourraient peut-être avoir une ouverture à nous créer du matériel. Moi, bien sûr, je travaille en scolaire avec les jeunes, là, donc je pense à Passe-Temps, de nous créer du matériel. Donc, je faisais la proposition de dire est-ce qu'on pourrait les contacter pour ça. Et j'avais une question, c'était est-ce que c'est acceptable et sensible de poser la question dans notre questionnaire d'histoire de cas sur le prénom d'usage
ou ça va comme trop aller cibler la personne que de lui demander, de lui poser cette question-là, tu sais, d'avoir comme prénom, nom d'usage. Voilà, fait que je me posais cette question-là sur l'histoire de cas. Merci pour tous les commentaires, ça nous donne plein d'idées, puis ça nous fait réfléchir. Fait que, merci Paul Corinne. Puis pour ta question, c'est sur le formulaire, dans le formulaire écrit ou ce serait écrit le nom d'usage? Ça, d'après moi, c'est une bonne pratique. C'est quelque chose que je vais recommander parce que si on ne veut pas répondre, on a juste à remettre notre nom d'usage et d'actif. Si on n'a pas la case, ben, c'est là que c'est plus compliqué si on a envie de communiquer. Donc, oui, c'est une petite modification qu'on peut faire à nos formulaires qui est une bonne chose de façon générale. Yes. Merci beaucoup. Allô? Je vais ma question rejoint ce que Karine a abordé par rapport au genre dans le rapport. Moi, je suis une étudiante en orthopédie, donc je ne connais pas le code de déontologie par cœur. Donc, je voulais savoir un peu qu'est-ce qui avait été recommandé, puis je n'ai pas vraiment compris cet aspect-là. C'est que dans notre code de déontologie, ça dit qu'il faut noter certaines informations dans les dossiers des personnes patientes. Puis parmi les informations qu'il faut obligatoirement noter, pour l'instant, il y a le sexe de la personne. Mais c'est pas toujours pertinent de savoir le sexe de la personne pour avoir une pratique. C'est pas tout le temps pertinent dans notre intervention. Donc, ça vient soulever certaines questions. Voilà, fait que je sais que l'ordre est conscient de ça, puis qu'il y a des démarches en cours pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Puis là, Corinne, ça m'a mis au courant que justement, on dit que c'est plus obligatoire de le mettre dans le rapport. Fait que ça, c'est quand même. Préjudice ou où on affirme le sexe de la personne. C'est malheureux que ce soit dans notre code de déontologie. Yes. Merci. On arrive vers la fin de la conférence. Moi, je tenais aussi à nommer les petites, mais comme la petite campagne que tu es occupé à faire, qui passe sur Facebook et sur Instagram, entre autres, où tu vas vraiment encore plus en profondeur dans les réponses du sondage. Et puis là aussi, tu viens déjà avec des exemples de pratiques que des personnes ont partagées quand elles ont répondu au sondage. Donc, si vous ne les avez pas encore vus, allez sur la page Facebook ou sur la page Instagram de l'Orthophonie pour tous, parce que vous allez trouver encore plus d'idées et de ressources. Puis comme on est en train de construire collectivement, donc peut-être ça peut vous donner des idées, mais ça peut aussi vous donner envie de partager avec nous et de continuer à contribuer. Je crois qu'il y a encore quelques visuels qui vont sortir. Oui. Donc, voilà, je tenais à dire ça. Puis là, ce serait vraiment le temps pour une toute dernière question. Si quelqu'un en ligne, par exemple, voulait encore prendre le temps de partager quelque chose, parce que je vais bientôt quitter mon écran. 4, 3, 2, 1, 0. Donc, on a terminé pour aujourd'hui. Donc, je me mets à côté de toi. Et puis, on remercie toutes les personnes qui ont été présentes. Et merci beaucoup à toi, Élie, pour cette conférence. Et merci à toi pour l'invitation. Bonne journée à tout le monde.